Bonsoir mon pays, voici les titres que nous avons décidé de développer ce soir. Encore 4 jours avant le vote référendaire, à quelle heure les bureaux de vote seront ouverts? Comment savoir où voter? Quelles sont les pièces à apporter? Réponse dans votre rubrique référendum. Ne manquez pas également notre édito consacré à 2 décolonisations à la française. La suite de notre feuilleton consacré aux journalistes de l'extérieur venus couvrir le référendum nous emmène au quartier de Moravel, à Nouméa. C'est Antoine, journaliste, et Théo, photographe, habitant du pays, correspondant pour le quotidien français Libération, que nous allons suivre ce soir. Est-ce que le fait de travailler pour un média national est un avantage ou un inconvénient? Réponse à la fin de ce journal. L'Académie de Bobigny, club parisien, sera l'adversaire de l'AS Magenta pour le 7e tour de la Coupe de France. Le match aura lieu au stade Noumadélé à Nouméa le 17 novembre. Sur le papier, les Calédoniens peuvent créer l'exploit. Qui est cette équipe? Présentation dans cette édition. Et tout de suite, votre rubrique référendum. D'abord, cette information, le président de la République, Emmanuel Macron, s'adressera aux Calédoniens depuis la France dans la nuit du 4 au 5 novembre. Durant cette allocution, le Premier ministre, Édouard Philippe, s'apprêtera aussi à rencontrer les Calédoniens. Mais en attendant ces échanges, dimanche, les Calédoniens vont vivre un moment unique, choisir si oui ou non le pays reste dans la France, à quelle heure les bureaux de vote seront ouverts ou encore comment connaître votre lieu de vote. Les explications de Prosper Poigou dans le référendum pour les nuls. Référendum, quel mode d'emploi? Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche 4 novembre de 8h à 18h dans toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie. Pour connaître votre bureau de vote, il suffit de consulter votre carte électorale ou de demander à votre mairie. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale spéciale, vous devez avoir reçu votre carte électorale spéciale par la poste. Dans le cas contraire, cela ne vous empêchera pas de voter car la carte électorale n'est pas obligatoire. Le jour du scrutin, il faudra vous rendre dans votre bureau de vote muni d'une pièce d'identité officielle comportant une photo. La carte nationale d'identité, même si elle est périmée, le passeport, même s'il est périmé, le permis de conduire en cours de validité. 277 bureaux de vote seront ouverts le 4 novembre pour recueillir le choix des 174 154 électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale. Particularité de ce référendum, les électeurs des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Marais et d'Ouvéa, inscrits sur la liste spéciale pour la consultation, pourront voter dans un bureau de vote délocalisé situé à Nouméa. Si le oui l'emporte, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante, donc décolonisée. Et nous nous sommes penchés ce soir, je vous le disais en titre, sur 2 exemples de décolonisation de pays occupés par la France, Djibouti et la Nouvelle-Zébride. Alors comment ça s'est passé? Pour répondre à cette question, Jamie Waimo, c'est l'édito. Bonsoir Jamie. Bonsoir Elise, bonsoir à tous. La France n'a jamais su décoloniser. Ce sont des propos signés Victorin Lurel, à l'époque ministre des Outre-mer, lors de sa première visite à Nouméa. Du coup, c'était comment les 2 dernières décolonisations à la française? Djibouti en 1977, Port-Vila en 1980. À Djibouti, l'évolution institutionnelle a pris 20 ans et 3 référendums. 1958, première consultation, le territoire qui s'appelait la côte française des Somalies décide de rester au sein de la République. 1967, le deuxième référendum confirme à nouveau l'attachement du territoire à la métropole. En 1975, une résolution est prise à l'ONU. À l'Assemblée territoriale, les positions politiques progressent unanimement vers l'indépendance. Alors, en 1977, la France décide d'organiser un 3e référendum et le oui l'emporte à 98%. Deuxième exemple, aux Nouvelles-Hébrides, devenues Vanuatu, l'arrivée des soldats américains au cours de la Seconde Guerre mondiale va alimenter les premiers sentiments nationalistes. En 1964, un jeune prêtre francophone, Gérard Lemong, évoque l'indépendance dans un prêche à Port-Vila. Le premier parti politique vanuatais est fondé en 1971 par un pasteur anglican, Walter Lini. Le Vanuatu Party
remporte les élections générales en 1977. En 1979, Walter Lini prend la tête du gouvernement et s'impose comme le nouvel homme fort du pays. L'accession du Vanuatu à l'indépendance, le 30 juillet 1980, se déroule sur des fonds de répression envers les îles, majoritairement francophones, de Santo et Tana, qui ont fait sécession un peu plus tôt. La quasi-totalité de la population française de Santo, soit près de 2000 personnes, coupable d'avoir résisté au pasteur Lini, sera expulsée rapidement. Une grande partie viendra s'installer ici, en Nouvelle-Calédonie. Merci Jamie pour ces précisions. Et justement, la question de la décolonisation est aussi abordée dans la presse nationale aujourd'hui à travers les portraits de la jeunesse du pays. Le correspondant de La Croix est parti à la rencontre des jeunes nouméens et observe une certaine indécision, notamment chez les Kanaks. Une indécision nourrie par la sensation de décalage exprimé par cette jeunesse par rapport au débat politique, mais aussi avec les anciens. Une jeunesse qui exprime aussi son souhait que les mentalités évoluent. Si la colonisation a cessé d'exister en droit, certaines mentalités n'ont pas disparu, estime aussi Luc Stesmez, historien dans le monde diplomatique. Jean-Michel Doumé s'intéresse lui aussi aux aspirations de ce qu'il appelle la génération Matignon. Si une jeune indépendantiste y exprime sa gêne de devoir épouser une vision individualiste qui ne correspond ni à son éducation ni à sa culture, un autre estime en écho, je cite, que le vrai sujet, c'est la mondialisation et ses inégalités flagrantes. La vraie préoccupation des jeunes qui semblent transpirer finalement, c'est bien de construire une société plus juste et plus solidaire. Voilà, donc après avoir suivi les journalistes de France Inter et de Télérama, dans notre feuilleton ce soir, nous suivons Théo, photographe, et Antoine, journaliste. Les deux hommes habitent le pays depuis plusieurs années. Ils sont correspondants pour le quotidien français Libération. La commande est celle de réaliser un reportage sur la jeunesse dans le quartier de Moravel. Est-ce que les interlocuteurs s'exprimeront facilement au micro des journalistes? Est-ce que le fait de travailler pour un média national est un avantage ou un inconvénient? Le reportage d'Audrey Pouedi. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis journaliste, je travaille pour un journal de métropole qui s'appelle Libération et je fais un petit reportage sur la jeunesse de Nouméa. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes avec 2-3 petites questions? Oui, allez-y. Antoine et Théo sillonnent le quartier. Le duo multiplie les rencontres et arrive facilement à libérer la parole des habitants. Vous pensez que ça va se passer le référendum? Vous avez des appréhensions? Il y aura des émeutes un peu partout pour ceux qui sont pour et contre, quoi. D'accord. Je suis un peu stressée là, on s'approche un peu des dates. Ouais, on s'approche beaucoup. Je vais au travail, j'ai pas la tête au travail, j'ai déjà la tête. Une facilité rendue possible par le fait qu'ils travaillent pour un média national, selon eux. La plupart du temps, les gens sont très accueillants et gentils. Ils ne connaissent pas tous le journal, ça dépend. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y en a certains pour qui, un peu comme pour moi, c'est un titre qui est assez cher et qui a une valeur. Donc ils sont contents d'apprendre que voilà, je travaille pour Libé et du coup ils sont d'autant plus ouverts. Quand je travaille pour un journal national, c'est beaucoup plus simple. J'ai l'impression, pour avoir déjà travaillé aussi avec de la presse locale, c'est beaucoup plus simple de se faire accepter. J'ai raison que ça fait moins peur, surtout que c'est de la photo. Les gens se disent que finalement elles ne seront pas vues ici, pas trop vues ici. Et voilà, j'ai l'impression que ça libère un peu même la parole et la capacité, l'envie de se montrer, quoi. Au bout de quelques heures, des jeunes souhaitent être pris en photo. En échange, le photographe doit leur envoyer des clichés qu'ils pourront utiliser personnellement. Nous filmons de loin pour ne pas perturber Théo et les jeunes. C'est très rare qu'on ait des refus ou des rejets et c'est ce qui rend aussi le travail ici en Calédonie vraiment agréable et puis les gens très attachants en fait. C'est aussi un métier humain, moi c'est comme ça que je le conçois et c'est pour ça que je fais ce métier parce que c'est des rencontres. Et on sort un peu grandi à chaque fois de chaque rendez-vous.
Pour refermer cette page référendum, Philippe Comès, député de la seconde circonscription et leader de Calédonie Ensemble, sera l'invité de Falaï Wedje. Il sera question du bilan de la campagne pour le non. Le député réagira aux questions d'actualité également. Est-ce que la campagne pour le non menée par Calédonie Ensemble est la même que les autres partis qui prennent le non? Réponse de Philippe Comès. Alors toujours dans ce meeting de clôture, Philippe Michel a dit que vous avez mené une campagne différente des autres partis du non. Pourtant, vous prenez le non, ils prennent le non, le message est le même. Oui, non, mais non, justement, le message n'est pas le même. C'est-à-dire le message n'est pas le même. D'abord parce que la pensée des autres partis non indépendantistes, elle se limite à 3 lettres. N-O-N, non. Voilà, ils ont tout dit, le commencement et la fin en disant non. Nous, on a bâti un projet qu'on a décliné. J'ai rédigé un ouvrage là-dessus, on a diffusé des brochures dont je vous ai parlé. Ce projet, c'était d'abord, avant le référendum, dire ce qui nous rassemble entre Calédoniens, les valeurs qui nous rassemblent. Et ce projet, on l'a bâti avec les indépendantistes. On l'a signé avec les indépendantistes. Tous les autres ont déserté la table du dialogue. Nous, on est restés, on a été jusqu'au bout de ce projet-là. Ensuite, bien sûr, le 4 novembre, on vote non. On va mettre le même bulletin, non, N-O-N. Mais après le 4 novembre, on a développé un projet pour poursuivre l'émancipation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Donc non, c'était un non qui s'inscrit dans un projet global et pas un non tout sec, tout petit, comme ça, dans un coin. Et puis la deuxième chose, c'est que notre non, il est respectueux de ceux qui votent oui. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après la météo dans l'émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Football, Magenta Bobigny, c'est l'affiche du 7e tour de la Coupe de France. Selon les connaisseurs du ballon rond, le club de la capitale pourrait réaliser l'exploit de battre une équipe française. Présentation de l'Académie de Bobigny par Arthur Ponce. L'AF Bobigny est un club de football de la région Île-de-France. Ce petit club francilien connaît depuis 2017 une ascension que l'on peut qualifier de fulgurante, grâce notamment à sa promotion en 2017 en National 3, puis seulement un an plus tard en 2018 en National 2. Mais malgré 2 saisons plutôt prolifiques, l'AF Bobigny traverse une mauvaise passe depuis le début de la saison 2018-2019, puisque pour 9 matchs joués en National 2, elle ne compte qu'une seule victoire pour 6 défaites et 2 matchs nuls. Ce passage à vide fait les affaires de l'AS Magenta, qui affrontera donc une équipe en plein manque de confiance et de réalisme. L'autre particularité du club pour cette saison est qu'il sera le seul club français à faire un déplacement ultramarin pour la Coupe de France. L'AS Magenta donne donc rendez-vous à l'AF Bobigny pour le 7e tour de la Coupe de France au stade Numadélé le 17 novembre à 16h. Alors, est-ce que Magenta peut réaliser cet exploit? La réponse sera sur le terrain le 17 novembre prochain à Numadélé, comme vient de vous l'annoncer Arthur Ponce. À partir de demain jusqu'au 4 novembre se tiendra le week-end geek à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il s'agit de la 11e édition. Les fans de science-fiction, de manga ou encore de jeux vidéo s'y retrouveront pour partager ensemble leur passion. Ce soir, vous allez découvrir Sarah, une jeune professeure et cosplayeuse qui participera au concours semi-pro. Alors, quel personnage Sarah y incarnera? Réponse dans le reportage de Stéphanie Marly. Cyrilla ou encore Siri, voici le personnage qu'incarnera Sarah. Il s'agit d'un personnage du jeu vidéo The Witcher 3. Elle l'a choisi car elle manie l'épée avec une grande dextérité et possède des pouvoirs magiques tels que la téléportation. Sarah est cosplayeuse depuis 10 ans. Elle nous explique ce que cela représente pour elle. C'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un peu comme être acteur en fait. Acteur, mais l'acteur, lui, rentre dans son costume que quelqu'un lui a fait. Donc c'est pas vraiment lui qui a fait le costume. Nous, en fait, les cosplayers, on a un petit lien avec ce personnage parce qu'on a dû bosser pour faire ce costume et rendre vie à ce personnage justement qui nous tient à cœur. Une passion qui a un coût, puisque Sarah a dû dépenser environ 25 000 francs pour réaliser son costume. Elle nous explique pourquoi. Là, ce qui était un petit peu difficile dans celui-là, c'était beaucoup de fabrication du cuir et de choses que je n'avais jamais faites. Donc, un corset en cuir, je n'en ai jamais fait. Une épée, je n'ai jamais fait. Des gants, et des bottes. Franchement, donc oui, ça a un coût, c'est du travail, mais en même temps, c'est ce qui fait une passion. C'est un peu comme un peintre qui doit acheter sa peinture.
Les geeks sont encore mal vus par la société. Mais qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie ? Moi, je pense quand même qu'il y a eu une amélioration au niveau de la vision des gens sur les geeks, parce que entre toutes les séries qui sont faites sur les geeks, Big Bang Theory et tout ça, je dirais que on n'est pas des créatures bizarres. On est juste des personnes très fans d'autres mondes en fait. Je pense que c'est le cosplayer, c'est aussi une manière pour nous de montrer aux gens notre imagination et ou les autres univers qui nous font rêver, j'ai envie de dire. Et il faut regarder le travail que l'on met derrière. Pour certains, ça paraît obsolète un peu ce qu'on fait, mais il y a quand même des concours, il y a quand même des gens dans d'autres pays qui gagnent beaucoup d'argent ou qui en vivent même. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas ce rendez-vous après la météo, notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Falaï Wedge recevra Philippe Gomez. Bonne soirée à tous.